Devenir développeur web, bienvenue dans la formation gratuite sur YouTube pour créer votre premier site internet. Je suis actuellement dans le sud de la France, au niveau de Biarritz pendant 2 mois, et donc c'est pour ça que le décor change un petit peu par rapport à d'habitude, par rapport au plateau de tournage de Billy et Vemi, mais je vais faire en sorte dans cette série, avec les moyens du bord, vous le voyez au niveau de l'image, vous le voyez au niveau du son, tout ça, ça va être réglé au fur et à mesure, mais c'est pas vraiment aussi qualitatif que d'habitude. En tout cas, le contenu, lui, va être qualitatif et on va essayer de voir ensemble, durant quelques épisodes, c'est-à-dire durant quelques semaines, comment créer notre premier site internet en partant de zéro et en commençant à adopter une logique de développeur. Ce que vous allez découvrir dans cette formation gratuite sur YouTube, c'est un tout petit extrait. C'est pas vraiment un extrait d'ailleurs puisque ça a été remodelé pour YouTube, mais c'est un tout petit début du programme Rocket. C'est notre école chez Billy et Vemi. Le programme Rocket, c'est une formation qui dure 10 mois et qui vous permet de devenir développeur web en sachant toutes les dernières technologies du moment, en sachant comment être recrutable, donc comment passer des entretiens d'embauche, comment vous lancer en tant qu'indépendant, comment créer votre startup si c'est ce que vous voulez faire. Bref, c'est un programme très costaud. Ici, c'est impossible de le condenser en quelques épisodes. On va vraiment voir le minimum nécessaire pour créer un site internet. On va éviter de trop rentrer dans les détails dans cette série gratuite sur YouTube, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller sur programmerocket.com. Les places sont limitées. Alors, comment est-ce qu'on peut devenir développeur web ? Eh bien déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés sur ce métier. On entend beaucoup de choses. On entend par exemple très souvent « c'est trop dur pour moi, il faut un bac scientifique ». Ça, c'est de la bêtise. Il ne faut pas croire ça. Et je peux vous le dire parce que pour le coup, j'ai fait une école d'ingénieur que j'ai quittée d'ailleurs en cours de route car je me rendais bien compte que le diplôme à la fin ne m'aurait servi à rien. Et dans cette école d'ingénieur, il y avait des profils de tout type. Il y avait des personnes qui avaient même fait des bacs L, il y avait des personnes qui avaient fait des bacs pro, d'autres des bacs techno, il y avait des personnes qui avaient fait des bacs S effectivement, mais ils n'étaient pas forcément plus avancés que nous. En tout cas, il n'y avait pas vraiment d'avance et c'était pas forcément les premiers de la promotion, loin de là. Donc il faut arrêter de croire qu'il faut forcément un bac scientifique si on veut devenir développeur web. C'est faux, archi faux, loin de là. Ensuite, on entend souvent qu'il faut être bon en mathématiques. Alors là, encore une fois, c'est une nouvelle bêtise qu'on entend très souvent. Être bon en mathématiques, ça ne sert à rien si vous voulez devenir développeur web. Éventuellement, il faut être bon en mathématiques si vous voulez devenir un développeur en intelligence artificielle et créer des algorithmes très complexes. Travailler chez Google sur leur algorithme de prédiction, par exemple. Oui, c'est vrai que ça, effectivement, ça peut être un atout d'être bon en mathématiques. Si vous voulez faire du développement web, là, il faut juste savoir additionner, soustraire, éventuellement multiplier et diviser, et c'est tout. Et encore, je vous parle de tout ça, mais vous pouvez très bien vous passer de calcul mathématique lorsque vous faites un site internet. Donc vraiment, ça aussi c'est un préjugé, et je vous le dis, je ne fais quasiment jamais de calcul lorsque je fais un site internet. Donc vous n'avez absolument pas besoin d'être bon en mathématiques. Et si vous savez que 1 et 1 ça fait 2, vous avez complètement les prérequis nécessaires pour devenir développeur web. Ensuite, on entend souvent « oui, mais j'aurais dû commencer à apprendre quand j'étais plus jeune ». Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance de commencer à apprendre la programmation quand j'avais 8 ans, 8 ou 10 ans, je me souviens plus très bien. Et oui, c'est vrai que maintenant, 20 ans plus tard, je suis très à l'aise avec toutes les technologies qui existent. Oui, effectivement, ça a un avantage. Mais si tu veux commencer, il n'y a aucun meilleur moment que maintenant. C'est pareil, il y a une expression que j'aime beaucoup utiliser. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 100 ans. Si tu veux un magnifique arbre, c'était il y a 100 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Et si tu oublies cet instant-là, plus tard, tu risques d'avoir des regrets. Donc il faut que tu évites d'avoir des regrets, il faut que tu évites de remettre les choses au lendemain, et tu vas voir qu'en fait, non, le meilleur moment, c'est tout le temps l'instant présent. Le pire moment, en fait, c'est quand tu remets les choses au lendemain. Donc j'aurais dû commencer à apprendre quand j'étais plus jeune, ça c'est une très mauvaise excuse. Et enfin, je préfère avoir un bon diplôme. Alors là, j'ai pas besoin de vous faire de grandes messes, entre guillemets. On n'a pas besoin d'un diplôme pour devenir développeur web, et encore moins pour être recruté en tant que développeur dans une entreprise, en CDD, en CDI, ou encore pire, pour être son propre patron, évidemment. Là, vous n'avez pas besoin de diplôme. Ce qu'il faut, c'est juste de l'audace. Mais donc, ce que vous voulez, réellement, c'est une sécurité.
ceux qui me disent souvent oui mais je préfère avoir un bon diplôme, mais ils ne sont pas confrontés au marché du travail. Souvent, ceux qui se contentent d'un diplôme font le strict nécessaire, ont leur petit bout de papier, ont dépensé à peu près 40 000 € pour 5 ans en école d'ingénieur, et c'est pas ça qui va leur donner plus de chances, malheureusement, d'être recruté que quelqu'un d'autre qui aura fait beaucoup de projets, qui aura beaucoup pratiqué, qui aura été coaché, et c'est ce qu'on verra notamment dans le programme Rocket, pour passer des entretiens d'embauche et pour se vendre. C'est ça aussi le but. Et croyez-moi qu'un profil qui a un bon diplôme et qu'un profil qui n'a pas forcément de diplôme mais qui est très très bon en termes de compétences, c'est clairement la personne qui est très bonne en termes de compétences qui va être prise. Et je vous laisse aller voir sur internet, il y a des centaines d'articles qui disent comme quoi les entreprises dans le monde de la tech ne recrutent plus au diplôme. Donc ça aussi, c'est un préjugé, il faut vraiment le mettre de côté. Ces 4 préjugés-là, vous les prenez, vous les jetez. Vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin d'être jeune, vous n'avez pas besoin d'être bon en mathématiques et vous n'avez pas besoin d'avoir un bac scientifique. Maintenant qu'on est d'accord sur ça, on va voir ensemble le planning. Alors, au niveau de votre agenda sur YouTube, ici nous sommes sur l'étape numéro 1. Nous allons comprendre comment fonctionne Internet. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu qu'est-ce qui fait que quand je tape google.com, j'ai Google qui s'affiche sur mon ordinateur. Le but, c'est d'être un bon développeur web. Alors on va pas tout de suite mettre les mains dans le cambouis, on va pas tout de suite commencer à créer notre premier site internet. Ça, on le fera dans l'étape numéro 2, avec l'introduction au HTML et l'installation de notre environnement. Car on va télécharger sur notre ordinateur des logiciels gratuits, je le précise, qui vont nous permettre de devenir développeurs. On va utiliser des outils professionnels, ceux que vous utiliserez plus tard dans votre carrière de développeur web. D'accord ? Ensuite, dans l'étape numéro 3, donc dans la 3e vidéo YouTube de cette série de 6 vidéos, on va faire une introduction au CSS. On va voir ce que ça veut dire. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des langages de programmation et je vais y revenir dans cette vidéo un petit peu plus tard. On va ensuite voir dans l'étape numéro 4 le design moderne, comment on peut faire des designs plus modernes avec ce qu'on appelle notamment Flexbox, les grilles, comment est-ce qu'on peut faire un site qui s'adapte aux téléphones mobiles, aux iPads, aux télévisions, tout ce genre de choses. Enfin, on va voir les techniques avancées dans une 5e étape, dans un épisode 5, et dans l'épisode final, dans l'épisode numéro 6, nous ajouterons notre site internet en ligne. Quelqu'un qui sera par exemple au Japon pourra aller sur notre site internet et tout ça gratuitement. Donc voilà pour le programme. Dans ce premier épisode, nous allons donc voir comment fonctionne Internet. Il faut savoir qu'à la base d'Internet, voici ce qu'on a. Ça peut vous paraître un peu étrange. Ceci, c'est ce qu'on appelle un serveur. Un serveur, ce n'est ni plus ni moins qu'une petite boîte. C'est un petit peu un ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur pour regarder cette vidéo, par exemple, ou un téléphone, c'est un ordinateur qui n'a pas d'écran. C'est juste une unité centrale. Donc vous savez, par exemple, les unités centrales, c'est sur les gros PC fixes. Vous avez des unités centrales, par exemple, pour ceux qui ont des PC gamers, eh bien, avec des bonnes cartes graphiques. Bah là, c'est un petit peu ça, mais avec des gros processeurs, beaucoup de stockage pour stocker des sites internet. On va aller un petit peu plus loin, mais pas non plus trop loin pour pas que je vous perde sur YouTube. On ira beaucoup plus loin, en revanche, dans le programme Rocket, pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que vraiment un serveur. On verra tout en détail. Et donc ce que vous devez comprendre, c'est que ce serveur, en fait, il y en a des millions, si ce n'est des centaines de millions de serveurs sur la planète. Et tous ces serveurs-là fonctionnent en réseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien en fait, ça veut dire que l'ordinateur que vous voyez ici, donc le serveur qui est ici, peut communiquer avec le serveur qui est ici, il peut communiquer également avec le serveur qui est ici, et il peut communiquer également avec ce serveur-là. On le voit par exemple car c'est représenté avec les flèches orange. Il en est de même pour chacun des autres serveurs. En fait, tous les serveurs du monde entier dialoguent ensemble et échangent ensemble afin de pouvoir accéder chacun aux uns et aux autres. Voici grosso modo une petite représentation qui était proposée par Facebook à l'époque sur les connexions qu'il y avait au niveau planétaire. Donc bien sûr, ce n'est qu'une représentation, maintenant ça a un petit peu changé. Et ce que vous devez donc comprendre ici, c'est que si on a un utilisateur qui est ici en Amérique, par exemple aux États-Unis, qui veut aller sur un site qui est en France, donc bien sûr c'est un exemple que je vous donne qui est très dégrossi, donc, d'accord, dans la réalité c'est un petit peu différent, mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'ordinateur qui est ici, l'ordinateur portable par exemple qui est ici, ou le téléphone de la personne qui est ici, va essayer de se connecter au serveur qui contient le site internet. Ça peut sembler un petit peu complexe dit comme ça, donc je vous ai préparé un petit exemple.
Ici, nous avons donc la base d'un réseau. Nous avons à gauche notre ordinateur portable et à droite, nous avons notre serveur. Ce que je vous conseille avant d'aller plus loin et si vous voulez vraiment bien commencer cette série YouTube, c'est de prendre votre petit carnet, si vous en avez un, et de noter à l'intérieur quelques notes, d'accord? Essayez de noter à l'intérieur les petites choses qu'on va voir ensemble durant cette série gratuite sur YouTube, car même si on va pas aller ultra en profondeur comparé à ce qu'il y a dans l'école Believe Me avec le programme Rocket, sur YouTube, là, je vais quand même vous donner beaucoup d'explications, beaucoup de détails, et donc ce serait bête de passer à côté. Donc on revient maintenant à notre exemple. Imaginons que nous sommes sur notre ordinateur et que nous souhaitons accéder à un site internet, par exemple que ce soit believeme.com ou google.com. Nous avons généralement entre les deux, entre notre ordinateur portable et notre serveur, une box internet. Cette box internet, elle va nous permettre de faire le lien entre notre ordinateur portable et le réseau extérieur, c'est-à-dire internet au niveau mondial. Ici, on va donc envoyer une information à notre box, par exemple si vous avez une Livebox, une Freebox, une Bbox, peu importe. Et cette information, la box va la traduire pour aller chercher le bon serveur au bon endroit dans le monde. Ici, on parle notamment de DNS. On verra tout ça plus tard dans le programme Rocket. Ici, pour le moment, pour YouTube, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Mais donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'ici, lorsqu'on va communiquer avec un site internet, on va envoyer une requête à notre box internet qui va aller chercher le bon serveur, et le serveur va nous charger la page qu'on a demandée, la renvoyer à notre box internet, et la box internet va renvoyer cette page web à l'ordinateur qui l'a demandé. Si par exemple tu souhaites aller sur google.com, dans ce cas tu vas dans ton navigateur et tu vas taper google.com. Quand tu vas taper google.com, tu vas appuyer sur Entrée, et la requête, puisqu'on appelle ça une requête, va être envoyée à ta box internet. Ta box internet, elle va prendre le nom du site que tu souhaites et elle va traduire ce nom de domaine, ici on appelle ça un nom de domaine, en adresse IP. C'est une suite de chiffres qui est associée à un serveur. On appelle ça une IP de serveur. Ça peut vous sembler très étrange, et pourtant, si vous mettez cette vidéo en pause et que vous tapez 108.177.122.100 dans votre navigateur, vous allez voir que vous allez arriver sur Google. Ce que vous devez bien comprendre, c'est qu'à l'origine, les noms de domaine n'existaient pas. Si on voulait communiquer avec un serveur, il nous fallait son numéro, et son numéro, ce n'est ni plus ni moins que son adresse IP. Et donc, si on voulait accéder à X site, par exemple, si on voulait accéder au premier site créé au monde, il fallait taper 108.quelque chose, ou peu importe. Bref, une adresse IP. Sauf que plus le web a grandi, plus il y a eu de nombreux projets qui sont sortis en ligne, plus il a été compliqué de retenir toutes ces adresses IP. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a créé à ce moment-là DNS, le service DNS, qui nous permet de traduire un nom de domaine en adresse IP. Ainsi, on a eu l'arrivée des noms de domaine. Et on a ainsi eu par exemple facebook.com pour dire que facebook.com soit attaché à l'IP du serveur principal de Facebook. Ainsi de suite pour Google, pour Believe Me, pour tout ce que vous voulez, YouTube également. Pour TikTok, absolument tout fonctionne de la même manière. Et donc, quand on envoie google.com, en vérité, ça va traduire google.com en adresse IP, en tout cas en l'IP du serveur. Bien sûr, dans les faits, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus complexe que ça, je vous expliquerai tout ça dans le programme Rocket, mais là, dans les faits sur YouTube, on va s'en tenir au strict nécessaire, sinon ce début de formation développeur web va durer pendant une éternité, c'est pas le but. Mais donc une fois qu'on a cette adresse IP, on va pouvoir aller contacter le bon serveur, en l'occurrence le serveur de Google. Une fois que nous avons le serveur de Google, ce que va faire le serveur de Google, c'est qu'il va nous renvoyer la page de Google. Ici, nous avons bien la page du moteur de recherche. Donc voici ce qui se passe en vérité lorsque vous allez sur un site internet. Il y a tout ce processus qui se fait sans que vous ne le voyez jamais. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de préciser avec vous et qui est très important avant de continuer notre formation développeur web. Il faut avoir conscience qu'Internet n'est pas ce que vous pensez. Internet, ce n'est pas ce que l'on pense, ce n'est pas ce que, quand on demande à quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu penses qu'est Internet? La plupart des gens vont dire, je sais pas, c'est des sites Internet, c'est le fait d'aller sur YouTube, sur Google, etc. Ceci n'est pas Internet. En tout cas, ce n'est pas vraiment Internet. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'Internet?
Eh bien, Internet, ça permet par exemple d'envoyer des fichiers. Ça permet également d'envoyer des mails. Ça permet aussi maintenant de contrôler notre maison. On peut par exemple contrôler la température qu'il fait dans notre maison, on peut contrôler les volets, on peut contrôler la lumière. C'est ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, et aussi c'est ce qu'on appelle la domotique. Et enfin, nous avons l'accès au site. Tout ceci forme Internet, mais le fait d'accéder au site n'est pas Internet. Du moins, ce n'est pas complètement Internet. Ici, vous devez imaginer le fait d'envoyer des fichiers, d'envoyer des mails, de contrôler sa maison, d'accéder au site, comme des services, des fonctionnalités, si vous préférez, d'Internet. Mais ce n'est pas Internet. En vérité, quand on accède au site, quand on va sur YouTube, etc., on dit qu'on va sur le web. On ne va pas sur Internet, on va sur le web. Et c'est un abus de langage que de dire ça. Par exemple, quand vous allez sur believeme.com, en vérité, vous utilisez le web, qui est une fonctionnalité d'Internet et qui nous permet d'échanger avec des serveurs pour afficher des sites Internet. Mais on peut très bien aussi envoyer des emails. Quand on envoie un email, eh bien, on utilise une fonctionnalité d'Internet qu'on verra dans le programme Enquête également et qui nous permet d'envoyer des emails à certains destinataires. Mais ce n'est pas le web. Maintenant qu'on a fait ce point, j'aimerais qu'on analyse ensemble ce qui constitue une page web. Ici, par exemple, nous avons la page d'accueil de believeme.com. Si on décortique un petit peu la page, on va se rendre compte que nous utilisons plusieurs choses. On va utiliser ce qu'on appelle du HTML5, du CSS3, du JavaScript, et tout ceci, ça va former ce qu'on appelle les langages de programmation, dont on va revenir dans cet épisode un petit peu plus loin. On utilise également quelques technologies qui sont différentes des langages de programmation, comme React et Next.js. React et Next.js, c'est ce qu'on appelle des librairies, des frameworks, des bibliothèques. On verra un petit peu comment est-ce qu'on différencie tout ça un peu plus tard. Mais ce sont des outils, si vous préférez, qui utilisent les langages de programmation. C'est un petit peu comme si ici on avait des briques, le HTML5, le CS3, le JavaScript, et que grâce à React et Next.js, on va prendre les briques, on va les cimenter et on va en faire une maison. C'est un petit peu le but lorsqu'on fait un site internet nouvelle génération, un peu moderne, d'utiliser les technologies par exemple comme le JavaScript avec React et avec Next.js. Mais ce que vous devez comprendre donc, c'est que derrière un site internet, il y a beaucoup de technologies et il y a notamment les langages de programmation. Ces langages de programmation, ce ne sont ni plus ni moins que des technologies qui nous permettent de créer des choses, un petit peu comme la pâte à modeler. Par exemple, lorsqu'on était un peu plus jeune, eh bien, on avait de la pâte à modeler, on peut encore utiliser de la pâte à modeler de nos jours d'ailleurs, moi je ne suis pas contre, mais on avait de la pâte à modeler rouge, de la pâte à modeler jaune, et ensuite on avait des moules. Et on pouvait faire des glaces, on pouvait faire des hamburgers, on pouvait faire des bonhommes, bref, un petit peu tout ce qu'on voulait. C'est exactement la même chose avec les langages de programmation. C'est un petit peu comme si on utilisait des ingrédients de cuisine. Et le but, c'est de savoir utiliser par exemple le sucre et la farine comme il faut pour pouvoir faire un bon gâteau ou des bonnes crêpes. Eh bien, c'est un petit peu ça avec une formation. On sait qu'on va devoir utiliser quelque chose qui s'appelle le HTML par exemple et le CSS qu'on verra dans cette formation gratuite sur YouTube. Et par contre, on ne sait pas vraiment comment manier le HTML et le CSS pour faire un site internet. C'est le but, c'est d'apprendre la recette. Et c'est le but de cette formation. Moi, tout ce que je veux que vous compreniez, c'est que derrière chaque site internet se cachent des technologies qu'on appelle notamment les langages de programmation et les librairies, les frameworks. Alors bien sûr, des langages de programmation, il y en existe plein, il y en a qui sont mieux que d'autres pour faire des sites internet, d'autres sont mieux pour faire des logiciels, des applications mobiles, ce genre de choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi cette jungle des langages de programmation, notamment dédiés au développement web, eh bien, il faut quand même ce qu'on appelle un régulateur. Ou en tout cas, quelqu'un, quelque chose, une entité qui va nous permettre de savoir quelle est la bonne manière d'utiliser ce langage de programmation, d'utiliser cette fonctionnalité, bref, de faire un site internet moderne. Et ça tombe bien puisqu'on a ce qu'on appelle le W3C pour World Wide Web Consortium. Alors, je suis désolé pour mon accent en anglais qui n'est pas génial, mais ça a été créé en 1994 et c'est un organisme de standardisation à but non lucratif dont fait partie notamment Google et qui va donner les règles à suivre entre guillemets ou en tout cas
plutôt les recommandations, puisque si on ne respecte pas les recommandations, c'est pas pour autant qu'on pourra pas faire un bon site internet. C'est juste que au niveau de tout ce qui est moteur de recherche et de performance d'affichage, c'est vrai que ça va être un peu moins idéal si on veut vraiment faire le site parfait entre guillemets, même si le site parfait n'existe pas. Cet organisme va donc définir des règles de standardisation. Il va donc dire par exemple, tiens, on va créer une nouvelle règle, ce sera le HTML, donc le langage de programmation HTML, dans sa version 6. Actuellement, nous sommes sur la version 5 à l'heure où je tourne cette formation YouTube. Et donc un jour peut-être que nous allons avoir la version 6. Dans ce cas, le W3C va dire « Ok, très bien, à partir de maintenant, vous pouvez utiliser le HTML 6 et vous allez pouvoir, par exemple, je ne sais pas, utiliser cette fonctionnalité-là, cette fonctionnalité-là, cette fonctionnalité-là. » Sachant que le meilleur moyen d'utiliser cette fonctionnalité-là, c'est de cette façon-là. Après, c'est à vous de faire votre petite compote et de créer votre site internet comme vous l'entendez. Mais le mieux, c'est quand même de faire en sorte de respecter le W3C. Alors comment ça fonctionne quand ils standardisent quelque chose, quand ils standardisent une nouvelle fonctionnalité? Eh bien tout d'abord, c'est un projet. Ils vont donc avoir un projet de recommandation. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir des personnes dans le W3C, donc dans cet organisme de standardisation à but non lucratif, il va y avoir des personnes qui vont se réunir et qui vont se dire tiens, on pourrait peut-être ajouter la fonctionnalité qui nous permet de lire de la musique sur un site internet. Bon, d'accord, c'est un projet. Donc ils sont en train de développer cette petite fonctionnalité-là, et ce qu'il va se passer ensuite, c'est qu'il va y avoir une proposition de recommandation. Une proposition de recommandation au niveau du W3C, ça veut dire que ces personnes-là qui ont élaboré cette fonctionnalité-là, par exemple, mettre de la musique sur un site internet, alors bien sûr maintenant on peut en mettre de la musique, mais à la base on ne pouvait pas en mettre dans les sites internet de la musique. C'est une fonctionnalité qui a été ajoutée un petit peu plus tard. Et donc cette proposition de recommandation, elle va être examinée, élaborée par la communauté, et elle sera ensuite officialisée, elle sera devenue une recommandation répertoriée, et donc une recommandation officielle. C'est comme ça que fonctionne cet organisme de standardisation. Ça a pour but de définir les recommandations, les standards, lorsqu'on utilise un langage de programmation, en tout cas en particulier pour le développement web. Alors ce qu'on doit comprendre, c'est que dans la jungle des langages de programmation, nous avons deux côtés qui s'opposent. Nous avons d'un côté le front-end et de l'autre le back-end. Ça peut sembler un petit peu bizarre, ça peut sembler un petit peu étrange, mais ces deux côtés sont très importants et sont très complémentaires. Dans la partie front-end, on va parler par exemple de la carapace d'une tortue, on va parler de la carrosserie même d'une voiture. Sa couleur, ses lignes, ses courbes, ses pneus, ses jantes, voilà. Tout ça, c'est ce qui fait partie du front-end, c'est ce qui fait partie, si vous voulez, de ce qu'on voit, de l'apparence. Le back-end, de son côté, au niveau d'un site internet, eh bien, c'est ce qu'on ne voit pas. Avec notre exemple de la voiture, c'est donc toute la partie immergée, c'est le moteur, c'est le niveau d'huile, ce genre de choses. C'est le fonctionnement à l'intérieur même de la voiture. Ce qu'on ne voit pas, mais ce qui fait que sans ça, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que vous serez d'accord avec moi, sans moteur, une voiture, on ne peut pas la démarrer. D'un autre côté, si on a juste un moteur, qu'on n'a pas de carrosserie, pas de pneus, pas de jantes, rien, la voiture, on a un moteur, mais on ne peut pas le faire fonctionner non plus. C'est pour ça que je vous dis que le front-end et le back-end sont deux côtés opposés, mais extrêmement complémentaires. On va donc avoir des développeurs qu'on va appeler des développeurs front-end et des développeurs back-end. Et entre les deux, on aura les développeurs qui savent faire le front-end et le back-end, donc qui manient les technologies du front-end et du back-end. On va appeler ça des développeurs full stack. Au niveau du front-end, on va par exemple retrouver le HTML5, le CSS3, le JavaScript, et au niveau du back-end, on va avoir des technologies qu'on ne voit pas, dont en tout cas l'utilisateur ne verra pas l'exécution. On va avoir par exemple le PHP et Node.js. Tout ça, on y reviendra plus tard. Le but dans cette formation gratuite sur YouTube, c'est vraiment d'aller à l'essentiel et de créer notre premier site internet le plus rapidement possible. Je vous invite donc à me rejoindre dans le second épisode de cette formation gratuite sur YouTube pour créer notre premier site internet.
et à aller voir surtout le programme Rocket sur programmerocket.com. Les places sont limitées, les inscriptions ne sont ouvertes qu'une seule fois par an. Je vous invite vivement à aller voir au moins la présentation du programme Rocket si c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire, à savoir devenir développeur, créer votre prochaine startup, que ce soit le prochain Google, ou alors rejoindre une entreprise si vous voulez faire une reconversion. Je vous invite vivement à aller voir ce que propose notre école. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. Maintenant, rassurez-vous, ici c'était très théorique. On a noté beaucoup de choses dans notre petit carnet, mais à partir de maintenant, dans le prochain épisode, on va mettre les mains dans le cambouis, on va installer les logiciels qu'il faut, on va créer notre première page web. Et ça va être quelque chose de fabuleux, j'ai très hâte qu'on y arrive. Je vous donne donc rendez-vous dans le second épisode. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien avec le développement web.